Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs de Canal 3 Bénin, bonjour, bienvenue sur Zone Franche ce dimanche. Dans nos communes, il existe des parcelles ou encore des immeubles qu'on appelle généralement des réserves administratives qui sont habilités à disposer de tels espaces et quelles sont les précautions dont il faut s'entourer. Que risquons-nous en touchant à ces portions de terre presque sacrées, si on peut le dire ainsi, dans nos communes? Ce que l'on sait, il s'agit de questions sensibles dans la gestion de notre cité. En tant que journaliste, ce sont des questions que nous nous posons. Vous qui êtes devant vos écrans en ce moment, vous les posez aussi. Nous en sommes convaincus, et ceci au quotidien. Pour nourrir les esprits de chacun et de tous, eh bien, nous avons invité pour vous ce dimanche Daouda Mossé, quelqu'un qu'on ne présente plus. J'espère que je m'en sortirai avec ces titres. Il est d'abord expert foncier, juriste fiscaliste, spécialiste de conception de manuels de procédure de gestion foncière et de manuels communal, auteur de 2 ouvrages sur le foncier vendus déjà à des centaines d'exemplaires. Le premier, breviaire du foncier béninois, des paroles aux actes, et le deuxième, précis du foncier, 39 réponses pour être à l'abri des litiges fonciers. Daouda Mossé, bonjour. Bonjour, monsieur Franck Aulon. Merci d'accepter notre invitation sur Zone Franche. William Clécan, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous. Daouda Mossé, bonjour. Bonjour, monsieur William. Merci d'être dans nos murs. Je précise que vous êtes spécialiste de plan d'action de réinstallation des personnes touchées par les expropriations et autres. Vous êtes également consultant en mobilisation des ressources locales, enseignant formateur, entre autres, en gouvernance foncière au centre de formation pour l'administration locale, le Céphale Bénin. Eh bien, la première curiosité, elle est toute évidente. On voudra bien appréhender la question autour de laquelle nous nous réunissons ce matin. Il s'agit des réserves administratives. Qu'appelle-t-on ainsi? Est-ce qu'il faut juste un espace où on met une immatriculation de couleur bleue, on inscrit en blanc réserve administrative? À quoi cela sert? Qui décrète? Bref, dites-nous tout. Une fois encore, merci de m'avoir invité. Une fois n'est pas coutume. C'est sûr que c'est mon dernier passage sur votre plateau pour le compte de l'année 2024. Vous allez bien vouloir me permettre de présenter mes voeux au couple présidentiel, son Excellence Patrice Talon et la Première Dame, à tous les fonctionnaires du Bénin, aux directeurs généraux des régies financières, notamment la Direction générale des impôts, M. Nicolas Yenoussi, à tout seigneur, tout honneur, à tous les paysans du monde. Je ne vais pas oublier de présenter ces vœux au personnel de Canal 3 ainsi que aux opérateurs économiques, commerçants, pourvoyeurs d'emploi et de richesse dans notre pays. Une fois encore, je leur témoigne ma gratitude et les encourage à amorcer l'année 2025 avec beaucoup plus de courage, de persévérance. Merci de m'avoir invité. C'est quoi la réserve administrative? Je vous dis déjà que le code foncier et domanial béninois n'a pas donné une définition de la réserve administrative. Cependant, vous pouvez comprendre que la réserve administrative est un espace collectif constitué par des emprises foncières obtenues, n'est-ce pas, par l'application d'un pourcentage appelé généralement coefficient de réduction à chaque parcelle ou à chaque domaine relevé à l'état des lieux au cours d'une opération de remembrement foncier urbain. Voilà un peu la définition. Remembrement foncier urbain, c'est ce que nous appelons les recasements, nous, ou c'est autre chose? C'est le lotissement? Qu'est-ce que c'est pour les non-juristes? Ils sont les plus nombreux qui nous suivent. Oui, c'est une préoccupation parce que le commun des mortels a l'habitude de dire lotissement. Nous parlons de lotissement lorsque l'espace à diviser ou à morceler n'est pas encore occupé. En français facile. C'est-à-dire, nous avons 50 hectares vierges. Ce n'est pas occupé. Occupé, il faut entendre par occuper quoi? Soit il y a des maisons
sur les 50 hectares, soit il n'y a pas de maison, mais c'est déjà la propriété de vous, de moi, etc. Non bâti, c'est déjà occupé. Lorsque c'est comme ça, on ne parle pas de lotissement. Quand l'État béninois a 50 hectares quelque part, c'est exclusivement pour l'État. On peut aller au lotissement. Quand M. William a 100 hectares quelque part qui appartient exclusivement, on peut aller au lotissement, c'est-à-dire au morcellement ou aux divisions. Alors, quand une collectivité territoriale, une commune a 110 hectares qui appartient, on peut aller au lotissement. Ça veut dire l'ensemble des petits terrains qui sortiront de ces hectares appartiennent exclusivement à la personne physique ou personne morale. Voilà. Mais dès lors déjà que les 50 hectares sont déjà occupés, on parle donc de remembrement, c'est-à-dire on veut quand même rendre l'espace agréable, on veut desservir des gens, on veut trouver des voies d'accès pour aller dans la maison de chacun. Oui, mais qu'est-ce qui peut bien justifier la constitution de ces réserves-là dans une commune, par exemple? Alors, vous avez par exemple 100 hectares à remembrer, c'est-à-dire à lotir si vous voulez. Alors, vous l'avez pris à l'état de nature, à l'état sauvage, c'est-à-dire que ce n'est pas viabilisé. On parle de terre sauvage. Et pour aller vers votre maison, vous avez besoin de voies d'accès. Même si vous êtes piéton, même si vous avez un véhicule, vous avez besoin de voies d'accès pour aller vers votre maison. Donc, premièrement déjà, c'est ce qui justifie qu'on doit avoir des réserves administratives, puisque il faut empiéter dans votre parcelle, dans la parcelle de M. William, dans ma parcelle, pour constituer ces réserves comme je viens de la définir. Alors, plus loin, nous avons besoin, dans nos zones, dans nos quartiers respectifs, des infrastructures socio-communautaires, telles que les hôpitaux, les centres de police, les marchés, les espaces verts. Lorsque vous allez tout juste en face du CG Ouikro, vous allez voir un joli espace vert fait par le régime Talon. Et il a fallu des réserves administratives pour que nous ayons ces espaces. Lorsque vous allez devant la direction générale de l'ANPE, je crois qu'à 16 ampoules là-bas, vous voyez un très bel emplacement fait d'espaces verts. Si on n'avait pas prévu ces espaces, nous n'aurons pas aujourd'hui où aller se distraire. Donc voilà un peu, et ça c'est pour cette régénération et pour les générations futures. Toutes les fois que nous aurons besoin d'infrastructures telles que je viens de les citer, il faut quand même trouver de place. Et c'est pourquoi à chaque opération de remembrement, il faut déjà anticiper, il faut les prévoir. On dit que c'est mauvais, William, si vous permettez, de ne pas constituer des réserves administratives. Ça pourrait nous rattraper plus tard. Absolument. Aujourd'hui, le problème, peut-être nous allons en venir, le problème que nous vivons à Cotonou, si nous ne prenons pas garde, nous allons vivre ça dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, dans toutes les communes du Bénin. Donc, il faut absolument changer le mode de gouvernance en matière de lotissement et de remembrement foncier urbain. On va en arriver à ces précisions. Domaine public, domaine privé de l'État, la réserve administrative, où elle se trouve dans tout ça? Est-ce que c'est un espace exclusivement appartenant à l'État? Non. Est-ce que c'est du ressort des collectivités territoriales qui ont emprise sur ce domaine? Bref, où on se trouve quand on parle de réserve administrative, pour dire quelle personne de droit public a autorité sur la réserve administrative? Il faut d'abord faire la part des choses. Et toutes les fois que vous posez l'épineux problème ou question de réserve administrative, nous n'allons pas répondre comme un observateur, un lecteur ou un amateur. Il faut faire la part des choses. Alors, dans un premier temps, vous demandiez à qui appartient. Écoutez,
pour faire une opération de remembrement foncier urbain, nous allons peut-être, je vais m'habituer à l'expression que le commun des mortels, lotissement, qui est le maître d'ouvrage? C'est généralement les communes. C'est généralement les communes. Vous entendez? L'aide d'ouvrage pour les téléspectateurs, c'est celui qui commande. C'est celui qui commande le travail. C'est celui qui commande le travail et qui est le maître d'œuvre. Qui fait le travail? Ce sont les techniciens tels que les urbanistes ingénieurs, les géomètres experts. Voilà ceux qui font la prestation. Alors donc, lorsque je commande une opération de lotissement, ça veut dire que c'est la mairie qui est le bénéficiaire. Le bénéficiaire immédiat ou lointain, c'est la mairie. De toute façon, le bénéficiaire immédiat, c'est vous, c'est moi. Le bénéficiaire lointain, c'est la mairie. Donc, si, comme je le disais tout à l'heure, l'État central a un espace, un domaine de 100 hectares et il commande qu'on fasse le lotissement, ça veut dire les opérations de lotissement, ces opérations de lotissement appartiennent exclusivement à l'État. Donc, pour comprendre à qui appartiennent les réserves administratives, il faut d'abord chercher qui a commandé le lotissement. C'est plus simple que ça. Alors, est-ce que la réserve administrative est un espace public ou privé? Nous allons au cas par cas. Nous venons de dire que lorsque la mairie, une mairie X, qui a 100 hectares, veut faire un remembrement foncier urbain, c'est sur un domaine déjà occupé par vous, par moi. Et vous, votre parcelle est une parcelle privée, c'est-à-dire c'est pour vous. Ma parcelle est une parcelle privée. Et on vient de dire tout à l'heure que la réserve administrative provient de ce qu'on a amputé, moi dans ma parcelle privée, dans votre parcelle privée, dans la parcelle privée de M. William, pour en faire une réserve administrative. Oui. Ça voudrait dire déjà quoi? Ça voudrait dire d'abord que il faut aller chercher le régime juridique d'une réserve administrative. Et pour vous répondre, la réserve administrative, par essence, est un domaine privé de la commune. Par essence. Si vous comprenez un peu ce que je viens de dire, on la trouve, on l'obtient à travers le fait qu'on a pris un peu dans votre réserve privée, dans ma réserve privée, dans la réserve privée de tout un chacun, dans le périmètre. Pour le compte de la commune. Pour le compte de la commune. Donc, par essence, d'abord, c'est un domaine privé de la commune. Alors, quel est le statut juridique d'une réserve administrative? Une réserve administrative obéit à quelles règles? Elle obéit aux règles de droit privé. Ça veut dire, autant je peux vendre ma parcelle, autant il peut arriver que la commune puisse diviser et vendre. Je dis autant. Si Monsieur Jean veut avoir une concession d'une partie, d'un domaine, d'une réserve administrative avec une mairie, ou veut louer l'entièreté de la domaine administrative d'une mairie, les règles qui vont s'appliquer entre la mairie et Monsieur Jean ne sont pas les règles qui régissent le domaine public. Ce sont les règles qui régissent le domaine privé qui seront appliquées entre les parties. Alors que la partie est l'État, même si c'est l'État décentralisé. Je voudrais parler précisément des collectivités territoriales. Puisque nous venons de dire ici que si c'est la mairie qui a commandité une opération de lotissement,
la réserve administrative est pour la mairie. Donc nous restons dans le schéma où une mairie veut faire une concession d'une réserve administrative à un particulier pour peut-être en faire un commerce, installer une usine. Une usine, par exemple. Oui. Alors, donc les règles dans ce contrat, les règles qui vont s'appliquer, ce sont les règles qui s'appliquent dans le droit privé. Et non les règles qui s'appliquent au domaine public. Donc vous comprenez aisément que la réserve administrative est un bien privé de la commune. S'ils appliquent les règles qui s'appliquent au domaine public devant le juge, on va débouter quelqu'un. C'est juste pour vous dire qu'en réalité, combien de fois la réserve administrative est d'abord un domaine privé de la commune. Mais alors, un domaine privé, pas n'importe lequel. Pourquoi? Nous venons de dire tout à l'heure que c'est le regroupement des pourcentages ponctés par-ci, par-là, qui forment la réserve administrative. Donc, ça voudrait dire tout simplement que c'est un bien commun. À l'opposé de ce que vous, votre parcelle, est un bien particulier. La réserve administrative, bien qu'elle soit un domaine privé de la commune, reste et demeure un bien de toute une population. Ça, c'est la première des choses. Donc, on l'appelle déjà domaine public. Voilà les raisons pour lesquelles on l'appelle de façon directe, littéraire, domaine public. Puisque c'est un public, c'est un groupe de personnes qui a décidé de laisser une partie de leur parcelle, de leur terrain à la commune. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, elle est destinée à faire quoi, la réserve administrative? On vient de dire tout à l'heure qu'elle est destinée à recevoir des infrastructures socio-communautaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que la destination d'une réserve administrative est connue. Monsieur Franck, vous avez une parcelle privée, vous, votre parcelle. Dès que vous faites l'erreur que l'État central vienne planter un poteau électrique sur votre parcelle privée, cette parcelle devient systématiquement un domaine public. Ah oui? Absolument. Dès que vous faites l'erreur qu'un tuyau de l'État, la connexion, la sonnette passe par votre parcelle qui est privée, ça devient public parce que c'est un bien public. Donc, la réserve administrative, sa destination est connue. C'est pour abriter des infrastructures sociales. C'est un nombreux domaines qui sont à perte de vue, mais qui appartiennent quand même à des gens. Lorsque on traverse par exemple les contrées, les communes en allant par exemple à Parakou, et des gens qui ne sont pas là pour vérifier lors des travaux d'implantation, bien de mise en œuvre du réseau de la SONEP par exemple, des gens qui ne sont pas là pour dire attention, ici ça m'appartient, les tuyaux ne peuvent pas passer par là, les installations ne peuvent pas passer par-ci. Si on le faisait comme ça, ça veut dire que du jour au lendemain, le monsieur vient, on va lui notifier simplement que c'est un domaine qui appartient désormais à l'État. C'est ça, vous le dites? Je vous dis toujours qu'en matière de la gestion du foncier, depuis 1960, s'il faut encourager, féliciter un gouvernement, c'est bien celui du président Patrice Talon. Votre préoccupation trouve sa question déjà, sa réponse déjà dans le fait qu'aujourd'hui, le cadastre est devenu une réalité. Et quand on parle du cadastre, on parle de l'enregistrement de toutes les parcelles. Que ce soit pour les citoyens, pour l'État, pour les collectivités, dans une base cadastrale. De sorte que aucune parcelle dans le futur au Bénin ne sera pas identifiée. D'accord. Ça veut dire que ça ne risque pas d'arriver dans le long terme, quand on aura fini le cadastre. Quand on aura fini le cadastre national, ça veut dire que vous allez sur la plateforme, vous voulez acheter une parcelle, vous allez sur la plateforme, qu'elle soit lotie ou non,
qu'elle soit à 1000 km de vous, vous allez sur la plateforme, comme ça se fait déjà dans d'autres espaces digitalisés, vous savez déjà à qui appartient cette parcelle. Mieux, c'est que le code a réglé tous ces problèmes parce que on vous dit, dès que vous avez une parcelle, il faut créer un titre foncier pour la parcelle. Dès que vous avez une parcelle, il faut implanter une plaque signalétique. Dès que vous ne faites pas tout cela, ce n'est pas à l'État de le faire à votre place. On va évoluer dans cette discussion. Vous êtes juriste et expert foncier. C'est vrai qu'on ne peut pas vendre la réserve administrative. Enfin, ça répond à des règles selon votre développement tout à l'heure. Mais c'est ces nombreuses personnes qui détiennent dans leur patrimoine une ou deux parcelles qui proviennent d'une réserve administrative dans telle ou telle commune. Quel est le sort qui leur est réservé? Oui, bien avant de répondre à votre préoccupation, oui. J'ai l'intention que on n'était pas allé au bout. On avait dit déjà que les règles de droit qui s'appliquent à des réserves administratives, ce sont les règles de droit privées. Alors, c'est tout comme si on pouvait diviser ou morceler une réserve administrative et la vendre, puisque c'est des règles de droit privé qui s'appliquent. C'est-à-dire c'est une propriété privée. De la commune. Alors, et nous avons dit ici que seulement que ces propriétés privées n'appartiennent pas à un seul citoyen, au maire, au SE, etc. C'est à la communauté entière. C'est à la communauté. Alors, pour pouvoir aller au morcellement d'une partie ou à la division d'une partie d'une réserve administrative, il faut des préalables. 1. Il faut que la réserve administrative entière ait un titre foncier. 2. Il faut la délibération du conseil communal. 3. Il faut l'avis technique de l'Agence nationale du domaine et du foncier. 4. Il se pourrait que le morcellement qui est issu de cette réserve, il se pourrait que la mairie décide de vendre les parcelles. Ça peut arriver. Alors, lorsque ça arrive, les fonds doivent servir exclusivement à la caisse de la mairie. Alors, 5. Il faut que l'autorisation du conseil communal ne souffre d'aucune soupçon de corruption. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez un opérateur économique qui a pour cousin un SE. Alors, il est tenté de prendre une réserve administrative pour ses affaires. Et l'SE lui dit, écoute, c'est une réserve administrative. Pour aller à la concession, il faut que le conseil communal délibère. Et on lui dit, ok, il faut quand même chercher à soudoyer les conseillers communaux pour que, au moment du vote, on puisse avoir une majorité écrasante qui accepte concéder une partie de cette réserve administrative. Lorsque, par exemple, le juge parvient à constater que le conseil communal a délibéré sous fond de corruption pour vous laisser cette partie de la réserve administrative, ça veut dire que vous avez des problèmes. Pour en finir... Avec les sanctions pénales? Absolument, civil que pénal. Pour en finir, je voudrais prendre cet exemple pour que vous puissiez constater qu'on peut changer effectivement la destination d'une réserve administrative à un moment ou à un autre. Monsieur William, la mairie a procédé à un lotissement de 100 hectares dans une zone A. On a dit forcément, si vous êtes dans la compétence, lors de ce lotissement, vous devez prévoir des réserves administratives. La mairie en a prévu lors de cette opération de lotissement et a vendu ou a laissé installer les populations qui avaient leur parcelle. Sauf que 5 ans durant, 10 ans durant, la zone qui a été déclarée réserve administrative pour abriter peut-être un cimetière
le cimetière n'a pas vu le jour. Et petitement, les citoyens se sont installés aux alentours. Puisque c'est un lotissement, ça veut dire les citoyens ont leur parcelle et puis vous avez laissé la réserve administrative. Vous avez prévu un cimetière pour ça. Ou une usine même. Mais 5 ans, 10 ans, vous n'avez rien fait sur la réserve. Les populations n'ont pas touché la réserve, à la réserve. Sauf qu'elles se sont installées sur leur propre terrain, parcelle. 5 ans, 10 ans, on a constaté que la ville a gagné tout autour de cette réserve administrative. À l'instar d'une ville que j'aime citer, Pao, la ville de Pao. Vous voyez comment c'est une agglomération, c'est fortement habité, alors même que l'ensemble de cet arrondissement n'est pas encore loti. Donc, 5 ans, 10 ans, on a constaté que la zone est devenue toute une ville. Vous imaginez que, vous pensez que on peut subitement se lever et installer l'usine qu'on avait prévue sur cette réserve administrative au milieu de la population? Ce n'est pas possible. Vous croyez qu'on peut installer, qu'on peut en faire un cimetière après 10 ans, 20 ans? Où la population se sont installées. Installée aux environs, ça veut dire que la mairie peut décider, sur fond de délibération, changer de destination à cette réserve. En faisant quoi? En décidant par exemple morceler, parce que la ville est déjà là, les populations se sont installées. Morceler, vendre et mettre l'argent exclusivement dans la caisse de l'État. Troisième condition difficile à accomplir peut-être. Mais les conditions, nous venons de citer les conditions pour lesquelles c'est possible. C'est là la difficulté. Ou bien la mairie peut dire, bon ok, on en fait un espace vert pour un jardin où les gens vont Donc on a pu changer de destination à cette réserve administrative. Oui, j'avais posé une question. Lorsque quelqu'un se retrouve avec une ou deux parcelles provenant par exemple d'une réserve administrative d'une commune, quel est le sort qui lui est réservé? Merci, je crois que c'est une question aussi intelligente. Il faut faire la part des choses. Nous ne pouvons pas, en tant que spécialistes ici, jeter les gens dans la pâture. Parce que je suis Moussé Daouda. On me propose une parcelle un jour. J'y vais, je constate que la parcelle m'intéresse. Et puisque je suis quand même un intellectuel averti, je confie l'achat de cette parcelle à mon notaire. Alors, le notaire a pour premier devoir de faire la compulsion à la mairie. La compulsion, ça veut dire de vérifier si mon vendeur est effectivement le propriétaire ou le présumé propriétaire. Ce que le notaire a fait. Le notaire constate que... C'est une réserve administrative. Non, il constate que le nom, puisque la réserve est déjà morcelée comme il le dit, le notaire constate que c'est bien le nom de mon vendeur qui est dans la base de données foncières de la mairie. Plus loin, il constate même que mon vendeur a une attestation de recasement sur cette parcelle. Alors la vente légale est ouverte. Et d'ailleurs, les papiers, jusqu'à un moment donné, à me signer, seront signés par la mairie du lieu de situation qui est au cœur des transactions foncières. Plus tard, j'ai acquis ma parcelle, évidemment, en toute légalité, à travers mon notaire et qui a fait toutes les formalités, les vérifications possibles. 10 ans, 15 ans, au travers d'un audit, mais on constate que dans les documents de départ, qu'en réalité, la zone qui a été morcelée là est une réserve administrative. La première question
qui est votre question. Est-ce que j'ai acheté dans l'inégalité ou j'ai acheté dans la légalité? Mais j'ai acheté dans la légalité. Qui est-ce qui a morcelé la réserve administrative jusqu'à ce qu'on voit dans la base de données d'une administration publique les noms des citoyens? Aucun notaire au monde ne peut le savoir. Aucun. Ça voudrait dire quoi? Quelles sont les sanctions qui attendent quelqu'un comme ça, qui en a acheté une autorité, fut-il grosse autorité ou pas? Quelles sont les sanctions? Aucune sanction que de lui retirer le bien. Et c'est à lui maintenant d'intenter une action coercitive contre son vendeur. Mais nul n'est censé ignorer la loi et les réserves administratives. Elles ne se décrètent pas dans le caleçon ou dans l'antichambre du bureau du maire d'une commune. Tous devraient être quand même informés, même si ça remonte à 50 ans plus tôt, qu'un domaine est une réserve administrative ou non. Oui, absolument. Puisque le problème, il fallait questionner la base de données de la mairie et constater systématiquement que c'est une réserve administrative. Dès que ce n'est pas constaté, mais ça veut dire que même votre parcelle, nos parcelles, la parcelle de l'ensemble des Béninois, nous devons être inquiétés. Alors, si nous constatons que la parcelle qu'on veut me vendre, en allant faire la compulsion, si l'autorité constatait que c'est un domaine, c'est une réserve administrative, et malgré ça, elle force pour acheter cette parcelle, on parlera de complicité, et puis cette autorité, effectivement, aura des ennuis devant la justice. C'est pour vous dire quoi? Toutes les fois que l'autorité n'est pas complice, de près ou de loin, et que c'est de façon légale, qu'elle a acquis sa parcelle, le juge vérifie tout ce que je viens de dire. S'il n'en est pour rien, ça voudrait dire qu'il a acheté sa parcelle de bonne foi. Il faut aller questionner toutes ces personnes qui ont morcelé la réserve administrative et attribué à d'autres personnes jusqu'à ce qu'on puisse constater que ce sont leurs noms qui figurent dans la base de données au lieu que ça soit une réserve administrative entière. Est-ce que ce n'est pas une faiblesse de l'administration qu'on dise que des personnes ont morcelé une réserve administrative et sont allées jusqu'à les vendre à des tierces personnes pour empocher l'argent? Ce n'est pas une faiblesse de l'administration puisque la réserve, lorsque par exemple une commune constitue sa réserve, on doit pouvoir délimiter, on doit pouvoir sécuriser et faire tout ce qui est nécessaire pour que d'autres personnes ne viennent pas la morceler. Merci pour cette question intéressante. Je crois que votre préoccupation trouve déjà sa réponse à travers toutes les actions fortes qu'a mené le président Patrice Talon depuis son arrivée au pouvoir, je précise, dans le domaine du foncier. Vous avez constaté avec nous qu'il ne s'agit pas d'une traque contre un ami ou un ennemi, un mouvancier ou un opposant. Tout a commencé à la mairie d'Abomey-Calavi. Si vous avez suivi un peu comment se passent les procès par rapport à ces différentes réserves administratives, vous allez constater que depuis près de 60 ans, les différentes autorités ont donné une caution morale à la pratique dont vous parlez. Sinon, on a constaté que des techniciens, des autorités administratives ont eu des ennuis devant la justice parce que la gestion des réserves d'administration dans telle ou telle commune n'a pas été ce qu'elle devrait être. C'est pour vous dire quoi? C'est une pratique qui ne date pas d'aujourd'hui et c'est pour cela qu'il fallait remercier ce régime qui est en train de mettre fin petitement à ce qu'on peut appeler désordre. Alors, c'est vrai, on a abordé la question tout à l'heure, lorsqu'on parle d'autorité, ministre, député, mais qui achète ou à qui on en concède une réserve administrative communale. Peut-il être inquiété? Non, on l'a déjà abordé toutes les fois
que vous êtes complice. Vous achetez dans le fond une réserve administrative. Être complice, c'est quoi? Déjà, lorsque vous voulez acheter une parcelle en République du Bénin, les procédures d'achat d'une parcelle sont claires. Selon le code foncier et domanial. Absolument, le code civil et tout ce que vous voulez, les règles, les textes de loi qui régissent le domaine. Toutes les fois que vous passez à côté, de la procédure devant le juge, vous constituez déjà un complice. Puisqu'on va vous dire qu'est-ce que les textes disent. Vous n'allez pas dire non, j'étais en France, j'ai remis mon argent à telle personne et écoute, non. C'est lors de la procédure que vous pouvez dénicher l'erreur. Vous pouvez constater que non, la parcelle, la zone le terrain dont on s'apprête à me vendre est une réserve administrative et qu'il faut laver les mains. Dès que vous ne respectez pas la procédure, mais bon, c'est fini. C'est comme beaucoup de personnes nous approchent en tant qu'experts, vraiment, j'ai trouvé une bonne parcelle quelque part, et bon, vraiment, les procédures sont compliquées, on me dit, titre foncier, expert, qu'est-ce que je fais? On me dit d'aller à la NDF, bon, moi je n'ai pas de l'argent, est-ce qu'on ne peut pas une convention de vente là? Je dis, mais vous allez regretter. Aujourd'hui, qu'est-ce que les textes disent? Est-ce qu'en République du Bénin encore, depuis 2023, août 2023, est-ce que nous parlons de convention de vente pour acheter une parcelle en République du Bénin? Non, mais non. On parle d'acte notarié. Et pour que l'acte notarié sorte, puisse être établi par le notaire, il fait toutes les vérifications dont nous venons de parler. C'est lors de ces vérifications que vous découvrez que vous êtes pleinement dans une réserve administrative ou pas. Dès que vous ne le faites pas... Mais c'est coûteux, ça coûte ce que ça coûte. L'acte notarié dans le processus de l'achat d'une parcelle. Monsieur William, la veste que vous avez portée a un coût, un prix. Il n'y a rien au monde qui n'a pas de prix. Et alors là, ce qui est sûr, vous ne pouvez pas acheter une parcelle, prendre une parcelle à 5 millions et aller faire les papiers à 5 millions. Oui, mais quand le jeune qui commence son nouvel emploi, qui n'a même pas encore fait un an, qui juste après, je ne sais pas, son premier moyen de déplacement, a les conseils de toute sa famille, de tous ses collègues, de tout le monde, qui lui dit attention, à Toribosito, il faut sécuriser 500 000 avec un domaine. Et ne demandez pas à celui-là qui a épargné peut-être, je ne sais pas pendant combien de mois, d'aller chez le notaire pour sécuriser la première parcelle pour laquelle il est en train de courir. Ok, ne pas sécuriser sa parcelle aujourd'hui, c'est prendre assez de risques. Vous faites 30 ans dans l'administration, si vous êtes fonctionnaire, et après 28 ans, on vient vous dire que la parcelle que vous avez achetée il y a 30 ans n'est pas à vous. Monsieur William, vous avez choisi entre la sécurisation foncière et prendre tous les risques possibles. Vous avez déjà mis toute votre économie, c'est-à-dire vous avez construit un matériau fini et vos enfants y vivent, vous n'avez plus de force, vous n'avez plus d'argent, c'est seulement ce bâtiment que vous avez comme patrimoine. Et il y a des litiges, allez vers les tribunaux qui datent de 40 ans, 50 ans. Et on vient vous déloger, hein. La justice suit les règles de l'art. On vient vous déloger. Ils vont mieux souffrir maintenant et se préserver des années plus tard. Des années plus tard. Et d'ailleurs, quand moi je veux, si pour acheter une parcelle, moi je regarde d'abord même si j'ai les frais de la procédure. Parce que vous savez que c'est beaucoup plus coûteux. Parce qu'après l'acte notarié, il faudra venir à la question du titre foncier, qui est aujourd'hui le seul titre de propriété réelle dont on se prévaut au Bénin. Finalement, les parcelles, c'est pour ceux qui ont beaucoup de revenus désormais chez nous. Non, du tout pas. Parce que la question, la première faiblesse du Béninois, la toute première erreur du Béninois,
en matière de transactions foncières, c'est déjà de penser que lorsque je vais acheter une parcelle, de façon psychologique, c'est une erreur psychologique. C'est déjà de penser que les procédures sont longues et coûteuses. C'est la toute première erreur qu'il faut éviter. Psychologiquement, vous ne devez jamais penser que vraiment je vais acheter une parcelle, mais le titre foncier est coûteux, les procédures à la mairie. Toutes les fois que vous pensez à ça, vous allez chercher à contourner. Et contourner, ça nous amène tout droit au mur. Donc, moi je crois que l'achat d'une parcelle n'a pas de prix, mais ça a un coût comme la santé. Madame Moussé, comment finalement protéger les réserves administratives pour qu'elles ne subissent pas tout ce que vous avez décrit là? Merci à vous. Je crois que à ce niveau, il faut encore un effort de sensibilisation. Et c'est là que j'interpelle les experts fonciers, mes aînés experts fonciers, mes confrères. J'interpelle les collectivités territoriales. Il faut deux choses. Nous venons de dire, pour avoir une réserve administrative, il faut que l'ensemble des présumés propriétaires, ce sont les présumés propriétaires de la zone à loti qui octroient cette réserve à l'administration communale. La première des choses, c'est qu'il faut faire d'abord un transfert régulier de dons, de dispositions entre les présumés propriétaires qui sont en réalité les propriétaires de cette réserve. Il faut faire un transfert régulier entre les présumés propriétaires et la commune. Ça veut dire quoi? Par acte notarié, il faut constater que les présumés propriétaires ont effectivement mis à la disposition de la mairie telle réserve. C'est la première action. La deuxième, après donc cette mise à disposition, après ce don, si vous voulez, il faut à tout prix créer de titres fonciers pour toutes les réserves administratives dans chaque commune. Toutes les fois que une réserve administrative porte un titre foncier au nom de la commune, est-ce qu'un maire peut se lever un jour, contourner la base de données et aller vendre à M. X? Dès qu'il tente ça, il constate déjà que la NDF vous dit non, la réserve administrative déjà porte, la zone porte le nom, le titre foncier porte le nom de la commune. Et vous aviez fini avec les vols, le bradage des réserves administratives. C'est à ce prix que les réserves administratives ne peuvent plus être dérobées. C'est-à-dire faire le transfert régulier et ensuite créer de titres fonciers pour chaque réserve administrative, au nom de la mairie si c'est pour la mairie, ou au nom de l'État si c'est pour l'État. Le mal n'est-il pas plus profond? On sait déjà comment les opérations de lotissement ou de remembrement se passent chez nous. À un moment donné, l'exécutif a dû taper du poing sur la table. Est-ce que dans ces conditions, on est même déjà rassuré de ce que nous avons comme domaine administratif, réserve administrative et surtout la tangibilité de ces réserves? Oui, je crois qu'il faut continuer de remercier le gouvernement. Il y a quelques mois, toutes les communes ont été sommées de faire le point des réserves administratives leur appartenant. Et ce point est déjà disponible. Et disponible au niveau du gouvernement, au niveau de chaque commune. À partir de ce moment, il n'y a plus personne qui puisse tenter de toucher ces réserves. Le deuxième pas qui reste, c'est la création des titres fonciers pour chaque réserve administrative. Et puis on a scellé le sort. Dans toutes les communes. Voilà. Alors, pendant que d'autres ont le sourire initial après les opérations de lotissement, on remarque que d'autres s'en sortent avec des pleurs. Des gens qui ont des parcelles, après se retrouvent sans rien. Après les opérations de lotissement. Finalement, comment mettre fin à la mafia qui entoure ces opérations de lotissement dans nos communes? Parce que malgré tout ce qui est fait, malgré tout ce qui est dit, eh bien, ça continue dans certaines localités de notre pays. Oui, je vous vois venir ici, vous parlez
dans la fin d'une opération de lotissement, on constate que des gens qui, au départ, ont leur parcelle dans la zone, se retrouvent à ne plus avoir de parcelle après les opérations de lotissement. Et les CQ, CA, conseillers s'en sortent avec des dizaines de parcelles. Et ils en ont à foison à la fin de ces opérations, au même moment où d'autres anciens... Il faut même leur enfant qui a fait l'université pour recenser, sinon ils en ont tellement que absolument on en oublie. Ok, vous tutoyez déjà l'expression sinistré. Vous voyez, et à la suite d'une opération de lotissement, c'est légion de constater que des citoyens sont déclarés sinistrés. Sinistrés pour ne pas dire que vous n'avez plus de terrain dans la zone, alors qu'au départ, votre terrain a été bel et bien recensé, ce qui crée beaucoup de frustration et beaucoup de conflits. Alors moi, je vais vous dire ceci de façon honnête. L'expression sinistré dans une opération de lotissement n'est pas, ou de remembrement, tel qu'on le constate, n'est pas... Ça sort de l'ordinaire. Ça sort de l'ordinaire pour quelqu'un qui, au départ, a une parcelle et qu'on puisse lui dire qu'à la fin, il est sinistré, alors qu'il n'y a pas un cataclysme naturel, il n'y a pas une catastrophe. Il y en a eu d'humain. Oui, cataclysme humain. Il n'y a pas eu catastrophe. Germano-urbanisto-conseiller. Ça venait dire que, de façon banale, un citoyen vient perdre sa parcelle en vertu de l'expression sinistrée. Vous convenez avec moi que la terre n'est pas élastique. Nous voulons lotir 50 hectares, habités par 500 personnes déjà. Si nous voulons des réserves administratives, si nous voulons des voies d'accès, nous allons toucher une petite portion des 500 personnes pour avoir nos réserves administratives. Des parcelles de ces 500 personnes. Oui. Dès que c'est fait comme ça, il n'y a pas de sinistré. D'où sort l'expression sinistré. S'il y a 500 personnes dans une zone et qu'on doit couper, nous voulons des réserves administratives, on vient de le dire. Et ça provient de ces opérations de lotissement. Si vous le sortez de ces 50 hectares, vous voulez le mettre où? Et pourquoi? Parce qu'en réalité, au Bénin, les opérations de lotissement dont on est habitué, ce sont des opérations de lotissement, c'est vrai, il faut que le schéma directeur d'aménagement urbain puisse prévoir qu'il doit avoir une opération de lotissement dans cette zone et prévoir les voies dont on parle. Mais lorsque tout est prévu et que chacun doit apporter, doit faire un apport de sa parcelle, le fait de déclarer un citoyen sinistré, alors que dans nos opérations de lotissement au Bénin, nous ne faisons pas des opérations de lotissement où on doit faire passer des voies 40, des voies 2x2, c'est-à-dire des voies inter-États. Ce sont de petites ruelles et de petites rues. Merci. Si ce sont des voies d'envergure, on peut comprendre que d'office, des gens peuvent perdre du coup l'ensemble de leur parcelle. Ce sont des petites ruelles, des voies de décès. On ne peut donc pas comprendre pourquoi est-ce que des gens aussi facilement sont déclarés sinistrés. Pour moi, l'expression là n'a pas son sens. Alors, pour sortir peut-être
de là, je voudrais que vous compreniez ceci. Quelqu'un que vous déclarez sinistré, alors que dans son esprit, dans son projet, il a acheté des parcelles pour pouvoir construire des hôtels. Il a fait une étude du marché. Oui. Même si vous devez le recaser ailleurs, bien ailleurs, puisque vous l'aviez déclaré sinistré. Et l'expression sinistré chez nous, l'expression sinistré a plusieurs définitions, mais chez nous, c'est que tu as perdu ta parcelle. Dans ce cas précis. Voilà. Il faut qu'on te recase ailleurs. Même si on m'amène ailleurs, vous convenez avec moi que peut-être le projet pour lequel j'ai acheté... C'est la faute de qui? Du géomètre, de l'urbaniste, de la commission de lotissement, du plan, du schéma directeur. La faute est imputable à qui? À tous les acteurs de l'opération. Les techniciens, les autorités communales, y compris les présumés propriétaires. Y compris les présumés propriétaires. Parce que... C'est de ma faute si on m'arrache ma parcelle? Oui, toutes les fois qu'on vous dit qu'il y a opération de lotissement, on vous dit d'être là. Vous n'y allez jamais. Merci. Pour des opérations ponctuelles, l'état des lieux, les enquêtes. Allez consulter, merci. Voilà. Allez consulter la base de données affichée, parce qu'à chaque étape, on affiche des documents. Il y a des citoyens, des compatriotes qui ne sont pas au pays, qui ont acheté leur parcelle et bien, qui évoluent à l'extérieur, dans d'autres oblige. Oui. Dès que vous n'êtes pas là, ça c'est des cas de force majeure, mais la loi ne vous interdit pas de se faire représenter. Ou de laisser quand même un contact qu'on doit... Merci, implanter des placards et tout cela. Donc, vous connaissez, dans notre sociologie, on n'a pas envie que la population, les parents sachent que vous avez des parcelles par-ci, par-là. Mettre ces plaques-là au niveau de ces parcelles, ça les expose en griffes. Oui, et nous devons nous départir de certaines choses parce que c'est une réalité. C'est facile à dire. C'est une réalité. C'est la loi qui nous contraint. Je vous dis déjà l'article, quand vous allez dans le code, au niveau du Code général des impôts, en 16 articles 161 et suivant, le Code général des impôts impose à tout citoyen béninois de placer une plaque signalétique sur sa parcelle, qu'elle soit bâtie ou non. Quand je dis impose, vous comprenez que le non-respect de cette disposition... va avoir des conséquences. Merci. Donc, nous devons nous départir de cette histoire qui consiste à dire, bon, lorsque je mets les plaques, ma famille pourrait systématiquement... Parce qu'il y en a qui ont beaucoup de domaines aussi, hein, au point où ils ne savent plus tous les domaines qu'ils ont. Je pense à certaines corporations spécifiques. Et c'est pour cela que tout de suite, je vous dis, la seule solution en République du Bénin, c'est d'aller au titre foncier. Vous avez vos titres fonciers sur vos 1000 parcelles. Vous pouvez oublier n'importe comment, vous questionnez la NDF, on doit pouvoir vous sortir vos 1000 parcelles. C'est pourquoi il faut... Le délai d'obtention est réduit maintenant parce que ça fait partie des mobiles pour lesquels les populations fuient la procédure. Oui, avec déjà le décret portant opération du cadastre, je crois que nous allons une fois encore saluer l'Agence nationale du domaine et du foncier, et en particulier le gouvernement Talon, parce que ce décret qui est pris dans les mois qui viennent, je ne suis pas... je ne porte pas la voix de l'ANDF, je suis un citoyen, un expert individuel qui a l'information. Il y a déjà un secret, il est public, qui est pris et qui stipule que à partir d'un document qu'on appelle certificat d'enregistrement cadastral, tous les citoyens béninois iront directement, ou non évidemment, iront directement au titre foncier avec le certificat d'enregistrement cadastral. Mais avant, il faut que vous soyez
dans la base de données cadastrales. C'est pourquoi j'invite tous les citoyens béninois, une fois encore, de se faire enregistrer lors des opérations de cadastre. Et justement, à ce niveau déjà, il y a des délais qui seront réduits. Les délais de publicité par-ci, par-là seront réduits et cela va permettre à ce que les citoyens aient atteint leur titre foncier. 4 minutes encore, Daouda Moussé, et on va finir ces échanges. e-foncier, plateforme dont on entend parler ces derniers jours. De quoi parle-t-on en bref? C'est une innovation, pas de trop, mais de plus. Je voudrais remercier le gouvernement du président Patrice Talon pour les efforts incommensurables. Ça voudrait tout simplement dire, en français facile, puisque nous n'avons pas le temps pour en débattre de façon claire, ça voudrait dire tout simplement que aujourd'hui, lorsque je suis dans la commune où l'e-foncier est fonctionnel, cette plate est fonctionnelle, pour qu'on me délivre un document foncier, on se base sur la plateforme e-foncier. En français facile. Je veux prendre une attestation de recasement pour ma parcelle. Le service de manière de la mairie consulte la plateforme pour voir si je suis le propriétaire de la parcelle. Simplement. C'est tout. C'est tout. Et quand on constate que je suis le propriétaire, on ne vous demande plus de ces nombreux documents physiques, etc. On vous délivre le document que vous voulez. C'est une façon de dématérialiser également. C'est la dématérialisation à outrance. Et finir les tracasseries. Non seulement, vous, si vous voulez acheter une parcelle chez moi, vous consultez le plan cadastral pour constater que c'est effet, je suis le présumé propriétaire ou le propriétaire de la Justement, parcelle. e-foncier, c'est pour les présumés propriétaires aussi, ou c'est pour ceux qui sont dépositaires du titre foncier? C'est pour tout le monde. C'est pourquoi vous allez constater que le cadastre a pris corps aussi bien dans les zones loties que dans les zones non loties. Toutes les parcelles, les statuts de parcelles, les formes de parcelles, y sont. Mais pour enregistrer ces parcelles-là dans la base de données dont vous parlez, il faut d'abord que ces parcelles-là aient le titre foncier, c'est ça, non? Non, du tout pas. Alors là, toutes les parcelles-là. toutes les parcelles, D'accord. aussi bien les non lotis que les lotis, sont dans la base de données cadastrales. Et cela évite à coup sûr non seulement les tracasseries, mais le bradage des parcelles. Puisque vous êtes sûr désormais que la parcelle que vous êtes en train de vous apprêter à acheter ne souffre d'aucune irrégularité et que vous pouvez l'acheter en toute sérénité et sécurité. Donc, dans Moussé, un mot pour conclure cette émission. Merci à vous une fois encore de me recevoir sur votre plateau à l'orée de Nouvelle An. J'invite, mes mots de fin seront des exhortations à l'ensemble du peuple béninois par rapport à la gestion du foncier dans notre pays. Et ne vous faites pas prier pour enregistrer vos parcelles dans le cadastre. Et toutes les fois que vous allez devoir acheter une parcelle aujourd'hui en République du Bénin, il n'y a pas de conseil. Soit le vendeur a le titre foncier, vous foncez alors pour l'acheter, soit le vendeur a le certificat d'appartenance, vous foncez. Si ce n'est pas le titre foncier ou le certificat d'appartenance, je ne vous conseille du tout pas de s'engager. Et lorsque ces deux documents sont présents, le deuxième pas que vous faites, c'est directement auprès du notaire. Voilà un peu mes conseils de fin d'année à l'ensemble des Béninois. Daouda Moussé, ils sont précieux. Vous êtes expert foncier, juriste, fiscaliste. Merci d'être venu
nous parler des réserves administratives dans cette émission. Merci à Franck Aounou, merci à toute l'équipe de réalisation de cette émission. Zone Franche prend quelques temps de répit, comme certaines émissions de Canal 3 Bénin. Nous vous revenons en 2025 beaucoup plus requinqués, avec beaucoup plus d'énergie. Merci à toute l'équipe derrière nous. Bonne fête de fin d'année sur cet entretien dominical à 2025.